Depuis plus de 100 siècles, le tout-puissant empereur de l'humanité repose, prisonnier de son propre triomphe, dans une crypte de stase connue sous le nom de Trône d'Or, enfouie dans les profondeurs du palais impérial sur l'antique Terra. Des millénaires après son duel titanesque contre Horus Lupercal, l'empereur ne survit plus que par la force incommensurable de sa volonté. Les champs de stase et les réacteurs à fusion psychique du trône préservent sa dépouille brisée, emprisonnant son esprit dans cette carcasse sacrée grâce à une technologie oubliée, héritée des âges antiques. Ainsi, son pouvoir psychique rayonne sans relâche, projetant dans l'immatérium un phare colossal dont l'éclat perce l'obscurité éternelle, guidant et protégeant l'humanité dans une galaxie dévorée par le chaos et la guerre. Le Trône d'Or, massif, n'a plus rien d'un siège cérémoniel. C'est un prodige de mécanique et de mysticisme, une structure hérissée de câbles torsadés, de conduits métalliques et de tuyaux cyclopéens qui le relient à un immense portail qu'il domine. L'air y est saturé d'odeurs d'ozone et de métal chauffé, mêlé à la senteur âcre de l'encens brûlé par les prêtres technogures qui veillent jours et nuits sur ces systèmes. L'ensemble est forgé dans un métal d'or terni, dont l'éclat semble presque vivant à la lueur des lumiglobes. Devant le portail, de gigantesques portes mécanisées du même alliage verrouillent son accès, comme pour contenir un secret qu'aucun mortel ne devrait contempler. La salle qui abrite cette relique n'est pas un simple sanctuaire, mais le cœur même des cryptes impériales, un laboratoire et un mausolée, témoins d'expérimentations dont les traces remontent à l'aube de l'humanité. L'espace y est titanesque, assez vaste pour y déployer 5 ou 6 compagnies entières de Space Marines et leur arsenal, et un Titan Warhound pourrait franchir le portail sans courber la tête. L'empereur siège là, immobile sur son trône, 10 mètres au-dessus du sol, silhouette majestueuse et terrible, gardienne de l'avenir de l'humanité et prisonnier d'un fardeau qui ne peut jamais être déposé. Le Trône d'Or serait un artefact hérité du Moyen-Âge technologique, une relique des ères perdues dont la conception défie encore toute compréhension. Durant la Grande Croisade, les technoprêtres du Mechanicum que l'empereur avait conviés à son grand œuvre, connu sous le nom des Unificateurs, ou Adnector Concilium, avancèrent une hypothèse fascinante. Le noyau même du trône aurait été découvert par le maître de l'humanité, enfoui sous les sables vitrifiés d'une cité morte, vestige d'une civilisation anéantie sur Terra bien avant l'ère de l'Imperium. À partir de cette relique oubliée, l'empereur aurait lui-même conçu les schémas définitifs et supervisé chaque étape du processus de construction. Le Trône d'Or n'aurait donc pas été seulement restauré, mais transcendé, fusionnant technologies antiques et savoirs ésotériques pour devenir l'outil suprême de son grand dessein. Un instrument destiné à plier l'espace et l'immatérium à sa volonté. Le Trône d'Or constituait la pierre angulaire du grand œuvre de l'empereur, son projet le plus ambitieux, conçu pour assurer la suprématie éternelle de l'humanité à l'échelle galactique. Initié à la fin du 30e millénaire, ce plan visait à s'approprier la toile des Aeldari, ce réseau dimensionnel ancien capable d'offrir un voyage instantané entre des mondes distants de plusieurs années-lumière. Sa maîtrise aurait permis à l'Imperium, alors en pleine expansion, de se passer entièrement des Psykers, tels que les Astropathes ou les Navigators, affranchissant l'humanité de toute dépendance envers l'immatérium et la préservant des horreurs qui l'habitent.
Par ce biais, l'empereur espérait éviter à son espèce le sort tragique qui frappa les Aeldari lors de la catastrophe psychique connue sous le nom de la chute, tout en guidant, libre de toute entrave, l'évolution psychique de l'humanité. Le trône d'or était l'instrument qui rendait ce dessein possible. Conçu pour décupler les pouvoirs psychiques du maître de l'humanité, il permettait d'ouvrir et de stabiliser un passage entre le monde matériel et la toile. Ce portail, véritable brèche dans les murs de la réalité, avait été installé au cœur même de la salle du trône, au sein du palais impérial. Là, l'empereur se tenait prêt à franchir le seuil et à revendiquer ce réseau cosmique comme l'héritage légitime de son espèce. Bien avant que le trône d'or ne soit érigé dans les profondeurs du palais impérial, l'empereur aurait supervisé la construction d'un prototype dans un lieu aujourd'hui légendaire et interdit. Vers sombre, une station orbitale de recherche secrète de la Navis Nobilité, dissimulée dans les failles gravitationnelles du système de Cthulhu. Cette forteresse stellaire n'était plus seulement un avant-poste technologique. Elle était devenue une seule et unique machine, colossale par ses dimensions, dont les rouages et conduits s'entrelaçaient jusque dans la substance même de sa structure. Ses murs, ses ponts et ses coursives n'étaient que l'enveloppe visible d'un mécanisme titanesque. L'endroit baignait dans l'influence de l'immatérium, aspirant et canalisant l'éther brut comme un organisme vorace, se nourrissant de cette énergie instable pour alimenter ses entrailles. Nul ne pouvait dire si Vers sombre était d'origine purement humaine ou le fruit d'une symbiose impie entre ingénierie martienne et technoturgie xénos, fusion de rêves prométhéens et de cauchemars étrangers. Au cœur de ces niveaux inférieurs se dressait un trône solitaire, flanqué de 6 piliers de granit moucheté et surmonté d'un immense aquila de fer noirci. Des faisceaux de câbles gros comme des membres humains s'y connectaient depuis toutes les directions, pulsant comme des artères alimentant un cœur vivant. L'assise, d'une taille inhumaine, semblait conçue pour accueillir un Space Marine, ou plutôt un Primarque. Sa surface, jadis d'un or éclatant, avait été patinée par le temps, et la puissance qu'elle canalisait jusqu'à virer à la teinte rouge sombre des braises incandescentes. Les accoudoirs se terminaient par 2 têtes d'aigle, l'une aux yeux grands ouverts, l'autre aveugle. L'empereur avait confié au grand navigateur Pieter Elian Akelieu, à la tête d'une équipe triée sur le volet, la mission d'activer Vers sombre pour contourner l'usage du warp et permettre le voyage entre les mondes par d'autres voies. Comme le trône d'or, ce dispositif était destiné à ouvrir un passage stable vers la toile, mais Vers sombre n'en était que le nœud inférieur, un banc d'essai où les principes de cette technologie inouïe furent expérimentés. Isolé dans les confins du vide, il servait de relais expérimental au moment où la Grande Croisade projetait son ombre toujours plus loin depuis Terra. Lorsque la guerre civile éclata, le destin de Vers sombre sombra dans l'oubli. La station fut abandonnée, laissée à dériver dans les ténèbres, mais jamais effacée des mémoires, ni de celles de ses créateurs, ni de celles de ses ennemis, parmi lesquels se trouvaient les plus hautes sphères de la Navis Nobilité et même l'entourage du Pater Nova. La réalisation du grand œuvre de l'empereur aurait mis au ban toutes les maisons de Navigator. Perdant privilèges et statuts, ces maisons n'étaient pas prêtes à voir ce projet se réaliser. Ainsi, l'ennemi intérieur agissait déjà dans l'ombre avant même qu'Horus ne lance sa croisade meurtrière à travers l'Imperium jusqu'à Terra.
3 années après le triomphe d'Ulanor, l'empereur s'était retiré dans son palais, laissant à son fils préféré, le maître de guerre Horus, la direction des armées de la Grande Croisade. Tandis que ces légions portaient encore la lumière de l'Imperium aux confins de la galaxie, le maître de l'humanité se consacrait à son grand œuvre, conquérir et dominer la toile afin d'offrir à l'humanité un réseau de voies sûres, affranchies de l'Immaterium et de ses périls. Mais alors qu'il approchait de l'achèvement de son plan, la catastrophe frappa. Le portail qu'il avait ouvert vers la toile, ainsi que la courte portion déjà sécurisée au-delà, exigeait une surveillance constante pour ne pas s'effondrer. Au début, leur maintien ne nécessitait qu'une infime fraction de la puissance psychique de l'empereur, ce qui lui permettait de gouverner, de superviser ses armées et de poursuivre ses travaux. Mais les entités qui règnent sur le Warp, les autoproclamés dieux du chaos, n'avaient jamais cessé de combattre son influence. Elles ourdirent un stratagème pour détruire son œuvre en se servant de celui qu'il aimait encore comme un fils, Magnus le Rouge. Persuadé d'agir pour sauver l'Imperium, le primarque des Thousand Suns voulut avertir son père d'un complot ourdi contre lui, en réalité instigé par les puissances de la ruine elles-mêmes, la trahison d'Horus. Mais dans son orgueil, Magnus transmit son message par un sort d'une puissance inouïe, frappant directement l'esprit de l'empereur. Ce geste, loin de protéger, brisa les sceaux et les boucliers psychiques qui protégeaient l'accès à la portion de la toile déjà conquise. L'intrusion du primarque donna aux habitants du Warp un accès immédiat au portail, annihilant les dispositifs de contrôle et d'isolement que l'empereur avait patiemment mis en place. Les inhibiteurs dimensionnels d'une complexité inégalée et les tampons d'isolation contre l'Immaterium furent irrémédiablement détruits. Le lien de contrôle que le Trône d'Or exerçait sur le portail fut rompu et l'architecture subtile qui séparait les deux réalités se trouva faussée de façon fatale. Dans cet instant de contact, Magnus comprit la gravité de son erreur. Il perçut toute l'ampleur du rêve de son père, le voir, lui, assis sur le trône d'or, guidant l'humanité vers son destin de race maîtresse de la galaxie. Et il sut, avec une certitude écrasante, que son imprudence venait de détruire cette vision pour toujours. Dès lors, le portail exigea presque toute la puissance et la concentration de l'empereur pour ne pas se déchirer et se muer en une faille permanente entre Terra et le Warp. Cloué au trône d'or, il dut déléguer à la Legio Custodes et à la sororité du silence et aux technogures du Mechanicums associés au projet la défense de son ouvrage. Ensemble, ils pénétrèrent dans la toile pour y affronter les hordes démoniaques qui tentaient d'envahir les cryptes impériales, inaugurant ainsi la terrible guerre dans la toile, une bataille dont l'existence même reste cachée à la majorité de l'humanité. Tout au long de l'hérésie d'Horus, l'empereur demeura assis sur le trône d'or, retenant de toute sa volonté les failles vers le Warp qui menaçait de dévorer Terra. Tandis que la Legio Custodes et la sororité du silence repoussaient, dans les corridors de la toile, les marées démoniaques qui tentaient d'atteindre les cryptes impériales, le maître de l'humanité restait immobile, la totalité de son esprit concentrée sur cette lutte invisible. Chaque instant était une épreuve de souffrance ininterrompue. La guerre dans la toile s'étira sur 5 longues années. Vers la fin, les signes de l'épuisement commencèrent à se manifester sur le corps et le visage de l'empereur, bien qu'aucun mortel n'osa le dire à voix haute. Finalement, il ordonna l'exécution de la sanction tacite, un ordre impitoyable qui vit les Sœurs du Silence capturer des milliers de Psykers à travers l'Imperium. Transportés dans des caissons antigravitiques jusque dans les cryptes impériales, ces captifs furent utilisés pour alimenter le trône d'or pendant une seule journée, leurs essences psychiques consumées jusqu'à la dernière étincelle. Libéré un instant de son fardeau, l'empereur quitta le trône et descendit dans les profondeurs de la toile, refermant le portail maudit à la pointe de sa puissance avant que les technogures du Mechanicum ne coupent l'alimentation du trône.
Il reprit ensuite place sur son siège doré, scellant définitivement le passage et se condamnant à y rester pour l'éternité afin que jamais la faille ne se rouvre. Peu de temps après, le primarque Vulcan arriva sur Terra. Conduit devant le trône d'or, il suivit les instructions de l'empereur et inséra dans un logement circulaire du mécanisme le talisman aux 7 marteaux. Forgé par Vulcan lui-même, guidé inconsciemment par la volonté de son père, cet artefact ressemblait à une boussole antique. Son intégration dans la machinerie prodigieuse du trône fut immédiate et irréversible. Conçu pour amplifier la puissance destructrice du trône d'or, il avait un but terrible, annihiler Terra tout entière afin que ni Horus ni le chaos ne puissent jamais s'en emparer. Le fardeau de déclencher cette ultime mesure reposait désormais sur les épaules de Vulcan, s'il devait constater que toute chance de victoire était perdue. Lorsque vint la bataille de Terra, l'empereur se leva enfin du trône pour affronter l'architraître. Il confia à son plus fidèle allié, Malcador le Sigillite, la garde du portail et la tâche de le remplacer sur le trône. Malcador, psyker d'une puissance exceptionnelle, tint aussi longtemps que possible, mais son corps et son esprit furent consumés par l'effort. Il mourut juste assez tard pour permettre à l'empereur, mortellement blessé par son duel avec Horus, de reprendre place sur le trône d'or et d'y rester à jamais. Depuis 10 millénaires, l'empereur demeure prisonnier de son trône d'or, dont les mécanismes ésotériques peinent à retenir la désagrégation de sa forme physique. Ce corps, jadis capable de fendre les armées et de briser les dieux, n'est plus qu'une relique en décomposition, soutenue par des technologies oubliées et par la force incommensurable de sa volonté. L'empereur ne s'exprime plus qu'au travers de visions, de murmures dans l'immatérium et de signes énigmatiques que seuls les plus réceptifs ou les plus fanatiques peuvent interpréter. Chaque jour, un millier de psykers sont arrachés à travers l'impérium, menés jusqu'aux cryptes impériales pour y être consumés, leurs âmes brûlées comme du combustible afin d'alimenter le trône et de maintenir l'étincelle de conscience du maître de l'humanité. Mais les siècles ont usé la machine. Les pièces se fatiguent, les circuits psychiques se fissurent et même les technogures du mécanicum, héritiers de savoirs antédiluviens, ne parviennent plus à inverser le déclin. Peu à peu, le trône d'or se dégrade et nul ne sait combien de temps encore il pourra retenir la ruine définitive.